Et dans Punchline, on va s'intéresser à ce qui se passe à gauche. On est toujours avec Jean-Claude Dacier, Guylaine Ottenheimer et Amine El Khatmi. Adrien Quatennens de la France Insoumise était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1. Il y a pas mal d'idées et il y a bien sûr le mantra sur l'ISF que propose la France Insoumise. Écoutez Adrien Quatennens. Quand M. Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, il nous a promis à toutes et tous que ça allait avoir un effet sur l'emploi et l'investissement. Il a même dit d'ailleurs, si ça n'a pas d'effet sur l'emploi et l'investissement, on corrigera. Madame Schiappa, que je prends de nouveau à témoin ce matin depuis votre micro, avait elle-même dit en 2018, si la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune n'a pas d'effet sur l'emploi et l'investissement, c'est Madame Schiappa qui parlait, je proposerai son rétablissement. Très bien Madame, séance tenante, rétablissez-le. Parce que France Stratégie, ce n'est pas un organisme qui peut être suspecté d'être proche des Insoumis. Et précisément, ils viennent de dire que la suppression de l'ISF n'a eu aucun effet. Alors, à gauche, quoi de nouveau, Amine El Khatmi? Je vais faire hurler Jean-Claude Dacier, mais je suis pas loin d'être d'accord avec Adrien Quatennens. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Non, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi. D'abord sur la forme, parce que qu'on soit d'accord ou pas, il a le mérite de mettre sur la table une idée. Voilà, on se plaint assez que le débat public soit confisqué par des petites phrases. Il y a les nouvelles. C'est non, mais il y a les nouvelles. Laissez-moi finir, cher ami. Au moins, il met sur la place une idée. Moi, je ne suis pas opposé au principe d'un rétablissement d'impôt sur la fortune s'il est accompagné d'une vaste réforme fiscale. Et notamment d'une vaste réforme fiscale qui fasse moins peser sur la classe moyenne, parce que c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est la classe moyenne, ce sont les cadres, les professions intermédiaires, des couples qui payent plein pot. Et donc, si on ne lisse pas davantage l'impôt sur le revenu, et si par ailleurs, moi c'est une proposition que je fais, on ne crée pas un impôt universel, c'est-à-dire, même lorsque vous touchez peu, même lorsque vous êtes accompagné par la solidarité nationale, 10 euros par mois, 5 euros par mois, 6 euros par mois, pour avoir conscience que non, l'école n'est pas gratuite, que non, la carte vitale n'est pas une carte bleue et que c'est quelqu'un qui paye, que non, l'entretien des rues, la voirie, tous les services publics dont on dispose, ce n'est pas l'État qui paye selon la formule consacrée, mais c'est des gens qui payent par leur impôt. Eh bien, je pense que si on accompagne par cet impôt universel et par une réforme fiscale, je serais d'accord. Si c'est simplement agiter le chiffon rouge pour dire salaud de pauvre, on va vous faire payer, là je ne serais pas salaud d'accord. de riche peut-être plutôt. Oui, salaud de pardon, excusez-moi. Bien sûr. Hein. Un lapsus chacun. Guylaine Ottenheimer. Bon, c'est le degré zéro de la pensée politique. Bon, je n'ai pas lu toute cette étude de stratégie, de France Stratégie, mais on lui fait dire beaucoup de choses aujourd'hui, puisque même Éric Zemmour s'en inspire, enfin tout le monde s'en inspire. Ce qu'on sait, c'est que c'est un faisceau de mesures qui a quand même changé un peu la face de l'économie française, avec la baisse du taux de prélèvement sur les dividendes financiers, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant d'investissements. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup moins de départs à l'étranger pour des raisons fiscales, il y a même des retours. L'image de la France est quand même plutôt assez bonne. Les investissements étrangers, on était premier ou deuxième en Europe, donc voilà, il ne faut pas toujours pleurer sur la France. C'est vrai que ça donne des effets à long terme. De toute façon, les grandes civilisations, c'était les civilisations où il y avait beaucoup de riches. C'est terrible à dire, hein, mais quand vous prenez n'importe quel grand royaume dans l'histoire, c'était des royaumes qui étaient très riches. Alors, est-ce qu'il y a un ruissellement? Est-ce que les pauvres sont plus heureux dans un royaume riche ou bien il vaut mieux tout étaler? C'est compliqué. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le rapport à l'impôt, le rapport à la dépense publique en France est très malsain. C'est que les gens ne savent pas ce qu'ils reçoivent beaucoup et savent que ce qu'ils donnent, et c'est toujours un peu les mêmes qui ont le sentiment de donner. Et c'est vrai que, bon, je dois le dire, je suis une libérale, mais je reconnais que quand même les mesures Macron ont plus bénéficié aux riches qu'aux pauvres. Bien sûr. Jean-Claude Dacier, Oui, l'ISF. On verra. Vous aimez ça, l'ISF? Mais d'abord, Macron n'a pas supprimé l'impôt sur la fortune, il en a supprimé à la moitié. Ça rapporte en ce moment 3 milliards et demi. Ça rapportait un peu moins du double lorsqu'il y avait l'impôt plein pot dit sur la fortune. Le déficit budgétaire doit être cette année, que je dise pas de bêtises, on va monter à 200 et quelques %, donc il va être gigantesque. C'est pas ça qui nous aiderait beaucoup dans la reconquête de notre équilibre budgétaire. Bon, la démagogie est là, mais c'est un problème, Guylaine Ottenheimer a très bien dit, c'est un problème de philosophie politique. Ou vous estimez que les riches n'ont pas leur place dans ce pays, que moins il y en a, mieux ça vaut, et que l'argent, il suffit, comme disaient les communistes, il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser et le redistribuer. Tout ça n'est pas très sérieux. Je pense en effet que dans le monde ouvert aujourd'hui, il faut essayer d'attirer le maximum de monde, éviter qu'il y ait le minimum de gens qui s'en aillent pour aller mettre leur argent ailleurs.
L'objectif n'est que moyennement réussi parce qu'il aurait fallu supprimer la totalité de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune, mais bon, acceptons. Supprimons l'impôt tout court. Oui, c'est le cas de 50%, c'est le cas de 50% des Français, Oui. du meilleur point. 50% Qui des ne payent Français. pas l'impôt, ouais. Eh bien, justement, il va falloir commencer à regarder comment on finance tout ça, en faisant des économies pour commencer, puis peut-être que tout le monde va devoir payer un peu d'impôts supplémentaires. Oui, Ce n'est C'est pas ce que propose Amine. Hein. en débat du tout pour la prochaine présidentielle. Non, il y a Personne ne lui dit ça. Mais il va bien falloir constater qu'on est couvert de dettes. Ça s'est encore considérablement accru avec la crise du Covid, et qu'à un moment ou un autre, il va bien falloir regarder la réalité en face. Ou alors on se dit qu'après tout, on s'en moque, que les dettes, on les remboursera jamais, et que chacun fasse ce qu'il veut. On verra comment ça se terminera. Bon, à part ça, quelles idées neuves ont percé à gauche Guylaine Ottenheimer là, dans les dernières semaines? Ben, rien, parce que je pense qu'ils sont toujours sur le même logiciel des années post-marxistes, redistribution, haine des riches, lutte des classes, etc. Alors que la gauche américaine, qui a quand même donné Obama et un certain nombre de leaders politiques de grande qualité, ils ont réfléchi à la justice, c'est-à-dire l'égalité des chances. Et on voit bien que l'égalité des chances aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui a repris les bonnes idées, c'est-à-dire ça se passe dans la petite école, ça se passe dans la petite enfance, ça se passe dans l'éducation. Et il va falloir renforcer notre système éducatif. Et d'ailleurs, les Français sont très meurtris de ce qu'on baisse dans les classements PISA et que nos enfants écrivent avec des fautes d'orthographe. Les Français se rendent compte que c'est un des signes de notre décadence. Donc il faut mettre des moyens véritables sur l'école. Il faut avoir des idées sur qui dirige l'école, qui dirige les profs, comment on sanctionne un prof qui est tout le temps absent. Je veux dire, il y a un moment où il faut muscler notre école. Pourquoi ça marche mieux dans l'école privée que dans l'école publique? Il va falloir un moment se poser la question. S'il n'y avait pas aujourd'hui un plafond, on n'a pas le droit d'avoir plus de temps de professeurs et d'élèves dans le public, dans le privé. Je veux dire, le privé exploserait par rapport au public. Donc il y a un moment, il faut se poser la question du management dans l'école. Voilà. Et donc il y a des tas de choses. Peut-être que demain, il faudra aussi payer pour aller à l'université. Pas cher, mais un peu pour se rendre compte que c'est un bien extraordinaire. Celui qui met l'idée sur la table, mais oui, mais il y a un moment, il faut quand même se rendre compte que, voilà, quand aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, vous payez 10 000 euros, 100 000 euros pour faire des études et qu'en France c'est zéro, et que les gens redoublent 3 fois, et à un moment, il faut se rendre compte de la valeur des choses. Et surtout, pas de travail à la sortie. Anne Hidalgo a proposé de doubler le salaire des enseignants. Ça, c'est une Avec un grand succès, comme on l'a vu, parce que Ça on en a ne parlé décolle pendant pas dans les 48 sondages. heures et puis personne. C'est-à-dire qu'on accroît les difficultés. Non, mais on du voit temps. bien que c'est c'est n'importe pourquoi. Enfin, vous dites, est-ce qu'il y a des idées? Il n'y a pas d'idées. Quand il y a des idées, elles sont sorties comme ça du chapeau parce que ce sont des gens qui n'ont pas travaillé. Voilà. Il n'y a pas eu. Mais ils ont fait quoi? Rien. Ils se sont. Le Parti socialiste, par exemple, qui aurait dû faire le droit d'inventaire de François Hollande, faire un bilan critique du quinquennat, réfléchir, ils ont du temps depuis 2017, faire des conventions, consulter des experts et arriver avec un bloc programmatique en disant voilà, nous on est des sociodémocrates, on est des gens, une gauche de gouvernement, voilà ce qu'on propose sur 5, 6, 7, 8 grands sujets. Ils n'ont rien fait de tout cela, rien. Mais tu sais bien qu'ils ne veulent pas être sociodémocrates. Ils ne veulent pas. Ça dépend lesquels, faut pas exagérer. Oui, la gauche danoise qui a Enfin, bossé pour le coup, qui s'est saisie de sujets de sécurité, d'ordre, d'immigration. Oui, sur la prison, sur tout ça. Vraiment, ce qu'a fait la gauche danoise est absolument remarquable, à la fois des mesures de justice sociale, une gauche pro-européenne et en même temps une gauche d'ordre et de sécurité. Mais ils sont en tête dans les intentions de vote et ils ont le vent en poupe chez eux. Ils ont mis de l'ordre dans leur fonction publique. Ils ont supprimé le statut particulier et spécial qui n'a aucun sens dans un pays moderne. Il y a beaucoup à faire, un peu de courage, simplement. Mais c'est pas au programme. Vous avez entendu ça dans les programmes de gauche? J'attends. Pour l'instant, les programmes, ils sont même pas dans les programmes de droite. encore en pointillés. C'est pas dans les programmes de droite, Guylaine Ottenheimer. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur Il y a d'une une grève des gilets jaunes. Vous avez vu la grève pour le statut des cheminots? Ils ont vu la grève. Il y a un moment. Ils ont annulé leur grève du week-end prochain. Je ne sais pas s'ils ont déjà touché une petite augmentation comme la dernière fois. La dernière fois, ils ont menacé de se faire grève et hop, le président de la SNCF a donné l'argent qu'il Maintenant, fallait. on peut pas mettre sur Non, mais c'est n'importe on peut pas quoi. mettre sur le même plan des sujets. Évidemment que le régime spécial
social des cheminots, il peut prêter à débat. Et il y a sans doute Prêter des à débat. amendements. Pardon. Non, mais permettez, sans doute que moi j'ai entendu dire que jusqu'à encore récemment, il y avait une prime charbon. Il y avait plus de charbon dans les TGV. Est-ce que non, elle a été supprimée, mais elle existait. Donc ça, c'est des débats. Après, quand on dit oui, l'État-providence, l'État-providence, c'est la solidarité nationale. C'est bien qu'il y ait, qu'on a bien vu pendant la crise. Si, ceux qui en ont vraiment besoin n'en ont pas assez. Les gens qui sont restés, beaucoup qui n'en auraient pas besoin. les gens qui qui touchent sont, quand même. les gens qui sont restés chez eux pendant le confinement et qu'on a continué à payer, les malades qu'on a reçus. Moi, je suis fier qu'en France, alors tout n'est pas parfait, mais dans l'hôpital public, on ait reçu des gens. Alors qu'en Tunisie, à 1 heure d'avion, des gens mouraient au sol parce qu'ils n'avaient pas d'oxygène, ou au Maroc ou en Inde, des gens qui crevaient, au Brésil, des gens qui crevaient dans les halls des hôpitaux. On n'est pas en désaccord. Non, mais nous, on n'a pas vu ça, et c'est tant mieux, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Les circonstances étaient exceptionnelles. Je ne parle pas de circonstances épidémiques. Je te parle de la manière dont ce pays est géré depuis 20 ou 30 ans, avec les résultats que nous avons. Même plus 40 et 50 ans. Si on peut veut. remonter un peu plus loin. Mais je ne veux pas faire de provocation, mais c'est vrai que le déclin, le vrai, quand on regarde de près les courbes, ça commence en 81, bien sûr. Voilà.